Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de votre émission Europe-Afrique Maître Stéphane Rodriguez, avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste du droit européen, pour nous parler d'un sujet qui revient au devant de la scène au niveau des instances européennes, celui du détournement de l'aide humanitaire par le Polisario et l'Algérie. Maître Rodriguez, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais bonjour, merci de me l'avoir proposé. Alors, clairement, on est dans l'actualité. Donc, le détournement de l'aide européenne humanitaire destinée aux populations des camps de Tindouf en Algérie a fait l'objet de plusieurs interpellations de députés européens. Une résolution du Parlement européen vient d'être déposée. Alors, vous êtes à l'origine des révélations du rapport de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, sur cette question en 2014. Que s'est-il passé en fait ? Eh bien en fait, le cabinet du bâtonnier Legros, en 2014, a été approché par une ONG, Aide Fédération, ONG bien connue qui est accréditée auprès du Conseil économique et social de l'ONU, bien connue pour suivre de près la situation et le sort réservé au peuple sahraoui. Et il avait eu vent d'une enquête qui avait été menée par le fameux Office européen de lutte antifraude dans les camps, avec des rumeurs de plus en plus persistantes de fraude, de détournement de l'aide humanitaire importante qui est versée par l'Union européenne, entre autres, dans ces camps. Depuis le milieu des années 80, c'est un peu plus de 200 millions d'euros. Donc c'est quand même une somme conséquente. Et donc Aide Fédération nous a demandé de pouvoir avoir accès à cette enquête, au rapport final d'enquête de l'OLAF. Et il existe une procédure, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au nom de la transparence, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet aux citoyens européens de demander aux institutions de rendre public des documents en leur possession. Et puisque nous savions que l'OLAF avait mené cette enquête, qu'il y existait donc bien un document, nous avons demandé à avoir accès à ce document. Alors, je vous passe les détails de la procédure. On a essuyé un premier refus. Puis finalement, en faisant appel, on a obtenu, je l'ai encore ici, à l'occasion on pourra le commenter, on a obtenu une version anonymisée, mais une version tout de même. Mais c'est un document qui était en fait antérieur à 2014. Oui, alors tout à fait. Ce rapport date de 2007. Donc vous voyez, ça remonte déjà dans le temps. Et il a fallu attendre. Il a été mis sous le tapis. Voilà, je pense que c'est l'expression qui convient. Il avait été mis sous le tapis. En tout cas, il n'avait pas fait l'objet d'une publicité outre mesure. Oui. Et en 2014, il a donc été rendu public. Et c'est donc une confirmation à sa lecture d'une aide humanitaire détournée, alors qu'elle est fournie par la Commission européenne. Et donc, on y reviendra peut-être, l'OLAF a mis à jour un certain nombre de malversations. Alors effectivement, on va y revenir, mais avant ça, je voulais vous demander aussi, parce que vous avez participé à plusieurs reprises à la 4e commission des Nations Unies pour évoquer cette affaire. Est-ce qu'on peut dire que l'ONU est sensible à cette question ? Oui, je pense qu'elle l'est, puisque premièrement, elle a accepté plusieurs fois que je puisse présenter une pétition en ce sens. Nous avons été les premiers donc à révéler dans l'enceinte de l'ONU à New York le contenu de ce rapport de l'OLAF. Ça a suscité évidemment quelques débats, mais ça a eu pour mérite évidemment de pointer du doigt que cette fois-ci ce n'était pas une source unilatérale qui prétendait qu'il y avait des fraudes, c'était bien le gendarme de la lutte antifraude européen qui pointait du doigt les dysfonctionnements. Alors, les Européens qui s'en préoccupent maintenant, donc il y a un projet de résolution du Parlement européen qui invite, lui, la Commission européenne à mener un audit pour mettre la lumière sur cette fraude. C'est bien ça, la procédure pour arriver à une conclusion ? Bien,
là encore, relisons le rapport de 2007. Parmi les recommandations de l'OLAF, il y avait justement la question invitant la Commission à prendre des mesures fortes pour cesser les détournements. Et le projet de résolution dont vous parlez rappelle qu'il serait peut-être nécessaire d'actualiser un peu le rapport d'audit et le rapport d'enquête qui avait été mené donc en 2007, donc 13 ans auparavant, et qu'il serait utile de vérifier si les mesures que la Commission dit avoir adoptées depuis lors ont été appliquées et surtout se révèlent efficaces ou non. Or, comme vous le disiez en introduction, plusieurs sources de ces dernières semaines montrent qu'il y a encore des cas de détournement de l'aide humanitaire apportée à ces camps. Autrement dit, que les garde-fous qui avaient été soi-disant installés se révèlent plutôt inefficaces. Il semblerait. Alors, il semblerait que l'aide sur le plan de l'argent même a circulé en Afrique vers le Niger, le Mali, la Mauritanie, via une sorte de marché noir. Est-ce que ça s'est avéré ou est-ce que ce sont des soupçons ? Oui, le rapport encore de l'OLAF le signale. On retrouve sur certains marchés, par exemple de Mauritanie, de l'aide humanitaire encore estampillée avec les belles étoiles qu'on voit derrière nous. Et donc manifestement, évidemment, ceux qui sont à l'origine de ces détournements n'ont même pas trouvé utile d'effacer les traces de l'Union européenne. Et il en est de même pour le Programme alimentaire mondial de l'ONU, le PAM. Alors, vous parliez de 200 millions sur un certain nombre d'années, évidemment, et il semblerait aussi que l'Algérie a volontairement surestimé le nombre de réfugiés ou de séquestrés dans ces camps de Tindouf pour toucher plus d'aide. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'il ne serait pas vraiment urgent de pouvoir faire un recensement de la population dans ces camps à Tindouf ? Oui, vous mettez le doigt sur ce que je considère comme être le point central de ce dossier. L'OLAF indique noir sur blanc dans son rapport que la principale cause des détournements provient du manque de recensement officiel du nombre de bénéficiaires de l'aide. Comprenez-moi bien, il ne s'agit aucunement de refuser d'aider ces camps. Au contraire, ils en ont plus que besoin. Mais si vous surestimez le nombre, vous ouvrez des tentations de plus en plus grandes pour les intermédiaires, pour les fraudeurs, il faut le dire comme ça, de se dire « ah bah, ni vu ni connu, puisque de toute manière, il y a trop d'argent diffusé, on va l'accaparer et se servir au passage ». Et donc, ce recensement, ce n'est pas une lubie uniquement de l'OLAF, de la Commission européenne. Ce n'est pas un caprice de l'OLAF, c'est même une revendication, une interpellation qui a été exposée au niveau international. Et je pense notamment à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de 2015 qui invitait les parties concernées à procéder à ce recensement. On parle de chiffres entre 155 et 175 000 personnes, donc 175 pour nos amis marocains, qui étaient avancés alors que probablement et il semblerait que les satellites aient pu identifier ça, je ne sais pas si c'est possible, moins de 100 000 personnes. Il y a un doute évident, et pour lever tout doute, il faut procéder à ce recensement. Le fait de ne pas faire, vous accréditez le doute et vous le nourrissez en quelque sorte. Ouais. Et il est évident que donner de l'aide pour 175 000 personnes alors qu'il serait moins de 100 000, eh bien vous créez une bulle très attirante
pour les fraudeurs et les malfaiteurs de tout bord. Alors venons peut-être sur le système. Donc l'aide est proche de 10 millions par an d'euros, hein, ce qui est quand même pas anodin. Et en fait, ils auraient, les Algériens, fait en sorte qu'il y ait une taxe, on l'a même appelé TVA finalement, mais une taxe de 5%, je crois, sur ces sommes qui soient déjà, dès le départ, prélevées. Ça, c'est déjà une première anomalie, ou pas? Oui, c'est en soi une anomalie qui a été révélée au détour de la réponse fournie par la Commission européenne à une question écrite d'un parlementaire européen. C'était en 2016 ou 2017. Et la Commission a constaté qu'effectivement, il y avait une sorte de prélèvement au passage des autorités douanières ou fiscales algériennes sur cette aide. Et donc, c'est, je dirais, la double peine pour les bénéficiaires de l'aide, puisque non seulement il est avéré qu'une grande partie de cette aide est détournée, mais en plus, celle qui finit par parvenir dans les camps fait l'objet d'un prélèvement fiscal. Vous l'appellerez comme vous voulez, mais il y a une ponction, en tout cas, qui est opérée par les autorités algériennes, ou en tout cas qui l'était. Et évidemment, ça ne fait que rajouter le caractère incongru de la situation. Le fait qu'il y ait des détournements, et on soupçonne, et j'imagine qu'on a quelques preuves, que le Polisario a utilisé une partie de l'aide, de l'aide humanitaire, donc pour l'affecter à de l'achat d'équipements militaires, de chars d'assaut, d'armes, de missiles, etc. Est-ce que c'est exact? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Ça, c'est une évolution par rapport aux conclusions de l'OLAF. Ce que l'OLAF avait constaté, et il le dit explicitement dans son rapport, c'est que le détournement permettait des enrichissements personnels, avec notamment des acquisitions de biens immobiliers. Et donc ça, c'est indiqué très clairement dans... Voilà. Nous sommes en 2007. L'hypothèse d'un détournement aux fins d'acquisition de matériel militaire est une hypothèse assez récente, mais au regard notamment de l'évolution des équipements du Front Polisario, c'est une hypothèse qui pourrait s'avérer être exacte. Monsieur Rodriguez, nous allons faire une petite interruption. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Monsieur Rodriguez, nous reprenons notre discussion sur ces détournements financiers au niveau des aides humanitaires pour les camps de Tindouf. Alors, vous évoquez finalement de l'enrichissement personnel quand je vous posais la question sur les achats d'armes. Je pense qu'il y a même plus subtil que ça dans le rapport. Donc, est-ce qu'on arrive à identifier ces bénéficiaires? Alors, hélas non, puisque je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'antenne, mais le rapport en question fait l'objet de ratures pour la raison très simple qu'en termes de protection des données personnelles, tous les noms des bénéficiaires susceptibles d'être considérés comme à la source des fraudes ont été raturés et donc n'ont pas été rendus visibles. Mais on peut dire quand même qu'il y a bien des soupçons forts d'enrichissement personnel sous la forme de propriété immobilière ou bien, dit l'OLAF, sous la forme de troupeaux de chameaux. Et que des témoins ont été interrogés dans le cadre de l'enquête pour confirmer ces détournements vers des enrichissements personnels. Alors, si on devait faire un peu de publicité au niveau de l'Europe et du citoyen européen sur ce qui se passe là, et je ne dis pas que c'est une première, il y a probablement d'autres détournements parfois d'aide, mais on parle quand même, vous disiez 200 millions, si on parle sur cet ensemble de l'aide, on se retrouve avec des montants entre 500 000 euros, enfin de l'ordre de 500 000 euros par an qui sont détournés, ce qui n'est pas rien, je veux dire, le contribuable européen pourrait se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Oui, évidemment.
on est au cœur, comme vous le savez, de débats budgétaires importants pour l'avenir de l'Union européenne. Oui. On est en train de négocier un nouveau cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, oui. Adossé à un plan de relance exceptionnel, inédit, de plus de 750 milliards d'euros. Et donc, et comme vous le savez aussi par ailleurs, il y a un vrai débat entre États membres, entre ce qu'on appelle les États frugaux, et puis les autres qui souhaitent plus de dépenses. Il est évident que la tâche confiée à l'OLAF est une tâche primordiale, puisque si vous voulez donner confiance aux citoyens pour qu'ils acceptent qu'on mette plus sur la table au budget de l'Union, dont ils sont aussi en partie des contribuables, eh bien, il faut que cette confiance s'accompagne de mécanismes de contrôle et de sanctions appropriées pour toutes les sources de fraude au budget de l'Union européenne. Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres types de fraudes, avec, je dirais, des aides humanitaires, mais apportées par d'autres organisations, que ce soit pour les camps Tindouf ou pour d'autres lieux je dirais, nécessaires pour un soutien humanitaire. Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres types de détournements ? Pas eu connaissance en direct, mais l'OLAF ne chôme pas. Et je ne serais donc pas du tout surpris que d'autres cas similaires aient été mis à jour par les services de l'OLAF. Parce que quand même, quand à l'époque, c'est il y a 40 ans, on démarrait ces aides de survie aux populations, il y avait dans le monde de l'ordre de 3,5 millions de réfugiés. Aujourd'hui, il y en a plus de 50 millions. Donc on ne peut plus du tout accepter le moindre laxisme sur ce terrain-là. Parce qu'il y a des tas d'endroits dans le monde où des aides humanitaires se justifient. Oui, c'est tout à fait exact. Et ne serait-ce que, j'ai envie de dire, quelques milliers d'euros peuvent faire la différence dans une situation dramatique qui est celle d'un réfugié ou celle d'une personne affectée dans un camp. Alors, autre chose, on dit que dans les camps de Tindouf, sous l'autorité du Polisario, il est né finalement une sorte de terrain de recrutement de jeunes par les réseaux de crimes organisés opérant dans la région sahélo-saharienne. Est-ce que vous avez eu vent de cela ? Non, je n'ai pas d'informations précises en la matière. Ce n'est pas un aspect que nous avons exploré avec attention, mais c'est aussi une approche de bon sens. Il est évident que quand vous avez des personnes désœuvrées dans des camps où aucun espoir ne leur est fourni et qu'on vient les chercher en disant bah, écoutez, l'argent facile, on va vous le procurer, il suffit que vous participiez à certains réseaux qui sont tout sauf très honnêtes, la tentation est forte. Alors je me posais une question qui est liée à l'actualité sanitaire aujourd'hui. On sait que dans ces camps, qui sont des camps de survie quelque part, la promiscuité est très grande. Est-ce que vous n'avez pas eu connaissance de cas de coronavirus et qui auraient été tus par l'Algérie non ? Non, à dire vrai, non. Mais là encore, votre question est frappée du coin du bon sens. Vous avez utilisé le mot important, promiscuité. Dans la mesure où il y a une promiscuité, vous multipliez les risques, évidemment, de contamination par définition, même si je ne suis pas spécialiste de la question ni médecin. Précisément, les conditions de vie ou de survie, comme je disais, dans ces camps sont assez exécrables. On sait qu'il y a de mauvais traitements, il n'y a aucune instruction, il y a de la malnutrition. Donc, on pourrait parler d'une jeunesse perdue et qui sert un peu de bouclier humain. Est-ce que les autorités internationales sont vraiment conscients de la situation de ces réfugiés sur place ?
Oui, je pense tout de même. À chaque rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, il y a un point, un chapitre réservé à la question des camps. Et donc, on ne peut pas prétendre que ça ne soit pas dans le radar des instances de l'ONU. Maintenant, il y a évidemment un chapitre géopolitique qui est extrêmement délicat à parcourir. Et dans ce cadre-là, comme vous le dites, on peut penser que la population concernée soit prise un peu au piège de ces grands arbitrages géopolitiques. Est-ce que on pourrait, et est-ce qu'on le fait déjà, faire pression sur le Polisario pour qu'il ouvre ses camps et accepte la visite, la présence d'observateurs internationaux sur place? C'est un des points les plus importants. C'est de permettre la libre circulation tout d'abord dans ces camps, permettre à des observateurs neutres, indépendants, de venir constater la situation, et également de permettre l'accompagnement dans l'acheminement de l'aide, en quelque sorte, pratiquement dès l'arrivée sur le territoire africain. En général, la plupart de l'aide arrive par le port d'Oran, et ensuite est acheminée. Il suffirait de faire en sorte qu'un certain nombre d'intermédiaires soient désignés pour le suivi de cette aide, et ce serait déjà un progrès significatif pour lever quelques soupçons. Il est manifeste que ceci n'est pas encore permis, et c'est évidemment bien dommageable pour la population concernée. Alors une dernière question qui est plus générale. Vous parliez que c'était quelque part les personnes qui sont, les jeunes qui sont dans ces camps de réfugiés un peu victimes du débat international sur le sujet. On sait quand même qu'il y a eu de très grosses avancées et qu'en fait la confiance dans le Polisario et en Algérie sur ce plan-là n'existe quasi plus du tout, notamment dans les pays africains. On parle de non-représentativité, de déreconnaissance. Est-ce que cette marginalisation finalement internationale du Polisario pourrait permettre à la population sahraoui de s'affranchir de son emprise et des influences extrêmes que cela provoque? Est-ce qu'on peut espérer cela? C'est le principal espoir qu'on doit formuler. Il est clair qu'aujourd'hui, le Front Polisario ne semble pas être la solution au problème, mais plutôt le problème en tant que tel. Et donc, il est évident que soit il y a eu un changement de politique extrêmement important de sa part pour permettre une ouverture des camps aux experts internationaux, aux observateurs internationaux, soit il continue à s'enfermer et il le fera forcément, nécessairement au détriment de la population qu'il est censé assister. Et donc il emporte une responsabilité, pas seulement locale, mais internationale. Comme je le disais tout à l'heure, le secrétaire général de l'ONU, régulièrement, le Conseil de sécurité, s'est déjà penché sur la question. Et donc ce n'est pas seulement en termes d'arbitrage géopolitique qu'il faut réfléchir, mais également en termes de besoins humanitaires. Il y a une urgence, elle existe, on le sait, depuis plusieurs années, et il est temps d'y remédier. Monsieur Rodriguez, ce sera la conclusion de ce débat. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Il s'agissait d'un sujet pas facile. Merci pour cela. Et pour ma part, chers téléspectateurs, je me réjouis de vous retrouver dans une semaine pour une prochaine émission Europe-Afrique.